L'égocentrisme. Ce n'est peut-être pas l'un des 7 péchés capitaux, mais il alimente plusieurs comportements détestables. Il se manifeste sous diverses formes, avec des degrés de gravité différents. Et pourtant, la plupart d'entre nous s'accorderaient à dire qu'aucun prix ne mérite de sacrifier sa propre famille. Malheureusement, la protagoniste de cette histoire n'a clairement pas reçu ce message. Nous avons tous, à un moment ou un autre, été confrontés à des personnes gonflées d'un sentiment de supériorité injustifié. Mais, comme vous allez bientôt le découvrir, les actions macabres de Susan von Richthofen placent cette dernière au sommet de la hiérarchie de l'égoïsme. Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime, se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici l'histoire de Susan von Richthofen. Cette affaire nous emmène, une fois de plus, vers une nouvelle destination, direction le Brésil. C'est dans ce pays que se trouve la famille von Richthofen. Une famille extrêmement aisée vivant dans la banlieue de Sao Paulo. Leur petite demeure, située au sud de la ville, dans le quartier huppé de Brooklyn, est estimée à 3 millions de reais brésiliens, soit l'équivalent de 600 000 $. La maison comportait plusieurs chambres, un bureau, une bibliothèque, et même une piscine. À l'extérieur, la brique apparente et l'argile offraient un contraste saisissant avec les lourds portails en fer et les plantes exotiques qui bordaient les murs. C'est entre ces 4 murs que résidait la famille von Richthofen. Le père, Manfred Albert von Richthofen, était un ingénieur allemand talentueux et directeur de DERSA, une entreprise publique en charge de la gestion des routes et autoroutes de l'État de Sao Paulo. Sa femme, Marisia, était psychiatre dans la région. Le couple s'est rencontré lorsque Manfred étudiait le génie civil à l'université de Sao Paulo. D'après les témoignages, ce fut le coup de foudre. La personnalité chaleureuse et extravertie de Marisia complétait parfaitement la nature calme et douce de Manfred. Ils se marièrent dans les années 1970 et peu après, commencèrent à penser à fonder une famille. C'est en 1983 que leur première fille, Susan von Richthofen, voit le jour. Elle naît le 3 novembre 1983, et 4 ans plus tard, son petit frère Andreas vient compléter la fratrie. Les enfants grandissent dans un foyer privilégié. Leur enfance se déroule sans heurts notables, bercés par le confort et les opportunités. Ils étudient dans les établissements privés les plus prestigieux de Sao Paulo, et excellents sur le plan académique. Susan, en particulier, est décrite comme une jeune fille discrète, souvent timide. Elle n'était pas la plus populaire, mais comptait quelques amis proches et entretenait une bonne relation avec ses parents et son frère. Polyglotte, Susan parlait 3 langues. Après avoir obtenu son diplôme dans un lycée allemand, elle intègre la très respectée Université pontificale catholique de Sao Paulo pour y étudier le droit. Et logiquement, en étudiant le droit, on s'attendrait à ce qu'elle devienne une citoyenne modèle. Pourtant, malgré son ambition de carrière, Susan n'avait pas réellement à se soucier de son avenir financier. Ses parents étaient, tout simplement, riches à millions. On estime la fortune familiale à près de 17 millions de $. Et selon certaines rumeurs, Manfred aurait caché 10 millions d'euros supplémentaires sur un compte suisse. Un compte ouvert au nom même de sa fille. En clair, tout cet argent lui était destiné. Il lui suffisait d'attendre la fin de ses études et de faire les bons choix. Susan avait tout pour réussir, une enfance dorée, une excellente éducation, et des millions qui l'attendaient. Mais cette histoire semble trop belle, trop parfaite. Et vous vous en doutez, ce n'est pas la voie que Susan allait choisir. En été 2002, la relation entre Susan et ses parents est alors dans une impasse. À 18 ans, il ne s'agissait ni d'argent, mais d'amour. 3 ans plus tôt, en août 1999, la famille von Richthofen avait assisté à un salon d'aéromodélisme au parc Ibirapura. Andreas, le petit frère, s'était passionné pour les avions miniatures. C'est là qu'il fit la rencontre d'un jeune homme plus âgé, Daniel Cravino. Âgé de 19 ans à l'époque, Daniel était doué pour la construction de ces modèles réduits. Avec l'accord de leurs parents, il proposa de devenir le mentor d'Andreas. Quelques semaines plus tard, lors de leur séance, Daniel attira l'attention d'un autre membre de la famille, une jeune fille timide, observatrice, Susan. Contrairement à ce que disent certains articles occidentaux, y compris sur Wikipédia, ils ne se sont pas rencontrés dans un cours de kickboxing. Ils se connaissaient déjà avant d'y assister. Entre eux, le courant passe aussitôt. On dit que les contraires s'attirent, et c'était le cas ici,
Suzanne venait d'un univers privilégié et cultivé, alors que Daniel avait grandi dans un milieu bien différent. Issu d'un quartier modeste de São Paulo, il travaillait comme mécanicien avec son frère Christian dans un petit garage. Tous deux avaient abandonné leurs études très tôt, bien loin du monde élitiste que connaissait Suzanne. Pourtant, ce caractère un peu brut, rebelle, l'intriguait profondément. Doutant de l'avis de ses parents, elle préféra garder cette relation secrète. Mais avec le temps, ses sentiments ne purent rester cachés. Au départ, ses parents acceptèrent ce garçon. Mais tout bascula lorsqu'ils découvrirent sa véritable vie. Daniel prétendait suivre des études de droit, mais en réalité, il avait abandonné. Il ne construisait plus d'avions miniatures non plus. Accro au cannabis, il fumait presque tous les jours. Cette dépendance l'avait rendu apathique, paranoïaque et totalement désintéressé par toute ambition. Pour Manfred et Marisia, travailleurs acharnés et fiers de leurs accomplissements, cet homme n'était pas un choix acceptable. Pourtant, ils ignoraient que leur propre fils, Andreas, adorait Daniel. Il couvrait les absences de sa sœur, inventait des excuses pendant que Suzanne et Daniel passaient leur temps dans des motels ou chez lui. À l'automne 2002, Manfred et Marisia partirent pour un mois de vacances en Europe, laissant leur maison entre les mains de leurs enfants. Une chance pour Suzanne de prouver qu'elle était responsable. Mais elle fit tout le contraire. Elle invita secrètement Daniel à emménager. Durant tout un mois, ils se prélassèrent au bord de la piscine, entre alcool et drogues diverses. À leur retour, les parents découvrirent la vérité. La tension explosa. Les disputes se multiplièrent. Dans une dernière tentative, Suzanne supplia son père de lui acheter un appartement pour y vivre avec Daniel. Sa réponse fut claire, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais avec son propre argent. Il alla même plus loin, la menaçant de lui couper toute aide financière. Blessée, humiliée, Suzanne sembla céder, du moins, en apparence. Car dans l'ombre, sa relation avec Daniel continuait. Et ce qu'ils projetaient ensemble, dépassait l'imaginable. Le 1er novembre 2002, aux premières heures du matin, les rues du quartier de Zacharia furent soudain troublées par des cris de panique. Une terreur glaçante émanait de la maison des von Richthofen, ce que les enfants venaient de découvrir était absolument terrifiant. Suzanne et son frère Andreas étaient sortis en cachette la nuit précédente. Mais en revenant chez eux, vers 4 heures du matin, ils furent confrontés à une scène d'horreur. Leurs parents, Marisia et Manfred, étaient morts. Les premiers officiers arrivés sur les lieux découvrirent leurs corps dans la chambre principale. Ils avaient été attaqués sauvagement pendant leur sommeil. Plusieurs méthodes avaient été utilisées, les corps étaient si mutilés qu'ils étaient à peine reconnaissables. Des marques de strangulation étaient visibles autour des coups. L'un semblait avoir été victime de simulation de noyade, et un sac poubelle enveloppait la tête de Marisia. Tout laissait croire à un cambriolage. De l'argent avait été retiré de valises, et d'autres cachettes étaient vides. Mais plusieurs incohérences émergèrent rapidement. En inspectant la maison de plus près, les enquêteurs notèrent que le système d'alarme, censé alerter les agents de sécurité postés en face, n'avait jamais été déclenché. En réalité, il avait été désactivé. Cela signifiait que les tueurs connaissaient le code. De plus, la scène du crime semblait étrangement ordonnée, les papiers du bureau étaient éparpillés de manière presque uniforme, bien loin du chaos typique d'un voleur paniqué. Aucun appareil électronique n'avait disparu, certaines pièces n'avaient même pas été touchées. Rien ne collait. La question demeurait, que s'était-il réellement passé chez les von Richthofen? Les médias se focalisèrent rapidement sur les enfants, Andreas et Suzanne. Andreas était bouleversé, au point d'avoir des difficultés à respirer. Quant à Suzanne, bien qu'elle ait semblé affectée, elle restait étrangement calme, pour une jeune fille qui venait de perdre ses deux parents. Les policiers découvrirent bientôt que les deux enfants avaient passé la soirée hors de la maison. Vers 21 h, Suzanne avait aidé son frère à s'éclipser pour assister à une LAN party. Leurs parents, eux, croyaient qu'il dormait paisiblement. Après l'avoir déposé, Suzanne aurait rejoint un motel en compagnie de Daniel. Comme à son habitude, ils y avaient consommé de la drogue et passé du temps ensemble. Ce n'est qu'au retour, vers 4 heures du matin, que le couple découvrit les corps. Mais très vite, des incohérences surgirent. Les déclarations de Suzanne contredisaient celles de son frère. Elle affirma, entre autres, que ses parents soutenaient sa relation avec Daniel. Ce qui, comme on le sait, est complètement faux. Dans ce même mois, Manfred et Marisia furent inhumés. Pendant les funérailles, un détail attira l'attention, Suzanne semblait pleurer bien moins que son frère Andreas.
Son attitude, presque détachée, suscita l'interrogation. Mais ce n'était que le début. Quelques jours seulement après le drame, des rumeurs commencèrent à circuler. Suzanne aurait organisé une fête autour de la piscine, dans la maison familiale, la scène même du double meurtre. Ajoutez à cela, plusieurs témoins remarquèrent ces changements d'attitude face aux caméras, tour à tour effondrées ou souriantes, ce qui éveilla les soupçons des autorités. Ce qui fit basculer l'enquête, cependant, fut un appel anonyme. Un témoin déclara qu'à peine quelques jours après les meurtres, un homme s'était rendu dans un magasin de motos pour y acheter une Suzuki GSX flambant neuve. Un achat payé intégralement en billets de 100 reais. Ce client n'était autre que Christian Cravino, le frère aîné de Daniel. Ceux qui connaissaient les deux frères trouvèrent cela étrange. Tout le monde savait que Christian et Daniel étaient désargentés, sans emploi, et dépendants à la drogue. Alerté, la police convoqua Christian au poste. Derrière son allure de dur à cuire, il fut étonnamment facile à faire parler. Contre toute attente, il avoua le double meurtre. Mais pire encore, Daniel et Suzanne l'avaient aidé. Selon ses aveux, le couple avait planifié l'assassinat de Manfred et Marisia pour pouvoir vivre leur relation librement, et s'assurer un avenir doré grâce aux 17 millions de dollars d'héritage. Les arrestations furent immédiates. Face à l'inévitable, Suzanne finit par avouer à son tour, Daniel aussi, mais leurs versions divergeaient. Elle niait toute motivation financière. Lui, au contraire, affirmait que l'argent était le cœur du plan. Un contraste frappant entre deux amants, qui, à peine arrêtés, se retournèrent l'un contre l'autre. Malgré sa mise en détention, Suzanne fut libérée sous contrôle judiciaire jusqu'au procès, un procès qui ne débuterait que, presque 4 ans plus tard. En attendant son procès, Suzanne bénéficiait toujours de sa liberté. C'est à cette période qu'elle accepta de participer à une interview pour les médias locaux. Pendant l'enregistrement, elle fondit en larmes, accusa Daniel d'avoir tout orchestré, affirmant qu'il avait brisé sa famille. Son témoignage peignait l'image d'une jeune femme brisée, bouleversée, nostalgique de ses parents, une victime prise dans un engrenage qui la dépassait. Ce coup médiatique semblait destiné à restaurer son image publique. Mais l'effet fut tout autre. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est qu'une caméra secondaire avait capté une séquence troublante en coulisses. On y voyait son avocat lui souffler, étape par étape, comment se comporter. Il lui ordonnait de pleurer, d'adopter une posture vulnérable, de jouer la jeune fille en détresse. Et elle exécuta chacune de ses consignes, sans hésiter. Cette révélation fit l'effet d'une bombe, elle exposait une jeune femme manipulatrice, calculatrice, et surtout, fausse. Le 17 juillet 2006, Suzanne, Daniel et Christian furent enfin traduits en justice. Tous trois étaient inculpés pour homicidio qualificado, l'équivalent brésilien du meurtre au premier degré. Devant le tribunal, le jury reçut les détails les plus sordides de ce qui s'était réellement passé la nuit d'Halloween 2002. Ce soir-là, le 31 octobre, Manfred et Marisia dormaient paisiblement dans leur chambre, épuisés après une longue journée de travail. Il était environ 21h lorsque Suzanne aida son frère Andreas à sortir en douce. Lui, innocent, se rendait à une Elan party. Elle, en revanche, nourrissait des intentions bien plus sombres. Elle revint chez elle accompagnée de Daniel et Christian. Le gardien de sécurité les aperçut, mais ne s'alarma pas, après tout, c'était Suzanne. Une fois entrée, elle vérifia que ses parents dormaient encore, puis désactiva discrètement le système d'alarme. Elle fit entrer Daniel et Christian dans le salon. Les deux hommes s'équipèrent de gants chirurgicaux et de capuches. Pendant que Suzanne s'asseyait calmement dans le canapé familial, les frères montèrent à l'étage, armés de pieds de biche. Une fois dans la chambre, ils s'acharnèrent violemment sur Manfred et Marisia, qui luttaient pour survivre. Mais malgré la violence des coups, leur victime ne mourait pas. Paniqués, ils cherchèrent une autre méthode, des serviettes trouvées dans la salle de bain furent utilisées pour étouffer Manfred. Cela mit fin à ses souffrances. Marisia, elle, respirait encore. Alors Daniel attrapa un sac plastique et le serra sur son visage, jusqu'à ce qu'elle cesse, elle aussi, de lutter. Une fois le double meurtre accompli, ils mirent en scène une fausse effraction. Des papiers furent dispersés, de l'argent volé, tout cela pour faire croire à un cambriolage. Christian partit dans un fast-food pour se créer un alibi. Daniel et Suzanne, eux, passèrent la nuit dans un motel, demandant explicitement une facture, pour attester de leur présence ailleurs. À 3h30, Suzanne récupéra Andreas à sa fête, le ramena chez eux, et fit semblant de découvrir le drame. Lors du procès, elle tenta de rejeter l'entière responsabilité sur Daniel.
Elle affirma qu'il l'avait droguée, manipulée, exploitant son état pour la convaincre. Les frères Cravino, eux, prétendirent n'avoir agi que sur ordre de Suzanne. Ils allèrent jusqu'à affirmer que ses parents étaient violents et alcooliques, et qu'ils n'avaient voulu que son bien. Mais ces accusations furent rapidement réfutées. Les autopsies démontrèrent qu'aucune trace d'alcool n'était présente dans leur corps. Andreas, le propre frère de Suzanne, rejeta également ces allégations. Malgré les incohérences du témoignage des frères, Suzanne n'échappa pas à la justice. Le procureur Roberto Tardelli la désigna comme l'architecte du crime. Il la dépeignit comme une incarnation moderne de la manipulatrice sans scrupules, prête à tout pour mettre la main sur la fortune que ses parents avaient mis des années à bâtir. En somme, elle voulait la liberté. L'indépendance. Mais sans avoir à la mériter. Le 22 juillet 2006, à peine 5 jours après l'ouverture du procès, le verdict tomba. Suzanne, Daniel et Christian furent tous reconnus coupables du double meurtre de Manfred et Marisia von Richthofen. Les procureurs avaient requis une peine de 50 ans d'emprisonnement. Mais aucun des 3 accusés ne reçut cette peine maximale. Suzanne et Daniel furent condamnés à 40 ans de réclusion. Christian, lui, écopa de 38 ans pour complicité dans le complot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fidèle à sa réputation, Suzanne a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une réduction de peine, voire l'annulation pure et simple de sa condamnation. En 2018, elle demanda sa libération, invoquant un trouble de la personnalité et un égocentrisme pathologique comme facteur déclencheur de son acte. Mais, sans surprise, la justice refusa cette demande. Car non, une personnalité toxique ou l'égoïsme ne justifieront jamais le meurtre de ses propres parents. L'après-affaire ne fut malheureusement pas épargnée de drame. Andreas, le petit frère de Suzanne, ne s'est jamais véritablement remis du meurtre de ses parents. En 2017, plusieurs voisins, réveillés en pleine nuit, alertèrent la police après avoir constaté des effractions. À leur arrivée, les forces de l'ordre découvrirent un homme désorienté, allongé au sol, sale, épuisé. Cet homme, c'était Andreas von Richthofen. Il affirma ne pas vouloir faire de mal, simplement qu'il n'avait plus goût à la vie. Dans ses mains, il serrait un ancien objet de famille. Ses jambes étaient couvertes de cicatrices. Il fut rapidement hospitalisé. Comme son esprit, la maison familiale était restée figée dans le temps. Abandonnée, en ruine, elle tombait peu à peu dans l'oubli. En 2014, elle fut vendue à un acheteur inconnu qui repeignit toute la façade en blanc. Mais aujourd'hui encore, impossible de la voir sur Google Maps, chaque image de la rue est floutée, comme si le passé refusait d'y être révélé. Pour beaucoup, Andreas incarne la véritable victime de ce drame. Il avait tout pour réussir, une éducation brillante, des parents aimants, un avenir prometteur. Mais en un instant, tout s'est effondré. Son monde s'est brisé. Sa sœur et son ami étaient derrière les barreaux, et ses parents, dans leur tombe. Le voir plongé dans l'obscurité de son esprit n'a rien de surprenant. Depuis son hospitalisation, nul ne sait ce qu'il est devenu. Mais ce qui glace encore plus le sang, c'est ceci, malgré l'horreur de son crime, Suzanne pourrait bien hériter de la fortune de ses parents une fois sa peine purgée. Autrement dit, elle pourrait sortir de prison en 2042, libre et multimillionnaire. Et ce n'est pas tout, aujourd'hui, Suzanne et Daniel purgent leur peine sous un régime semi-ouvert. Cela signifie qu'ils peuvent quitter la prison pour des congés spéciaux, voire des vacances. Il a même été rapporté que Suzanne aurait été aperçue à des fêtes pendant l'une de ses permissions. Triste ironie. Car si les meurtriers bénéficient de jours de repos, les victimes, elles, n'en auront jamais. Et voilà, l'affaire est close. Merci infiniment d'avoir suivi cette plongée glaçante dans l'histoire de Suzanne von Richthofen. Un récit de trahison, d'avidité et de destruction, raconté avec soin, nuance et gravité. Que vous soyez amateur de vrais crimes ou simplement curieux, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos.